Donc, bonjour et bienvenue à Be Back Podcast, le podcast sur l'univers des concessionnaires automobiles. Mon nom est Pierre-Olivier, je suis cofondateur de Pixel Guru et aujourd'hui, je reçois Jenny Ouellette de la compagnie Bon Boss. En fait, aujourd'hui, c'est un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup. On va vraiment parler de ce qu'est un bon boss aujourd'hui, en 2021. Évidemment, ça a changé avec les années. Et puis, Jenny a une entreprise qui se spécialise dans ce domaine-là. Donc, on va vraiment faire le tour et donner des trucs vraiment pertinents pour les gestionnaires dans le monde automobile. C'est applicable pour toutes les entreprises, évidemment, mais ici, on essaie de parler un petit peu plus de l'automobile. Donc, ce sujet-là est vraiment applicable pour toutes. Salut, Jenny. Donc, comment ça va? Je vais bien, toi? Oui. Cheers. Merci. On boit du gin sans alcool parce que tu es enceinte, en fait. Oui, exactement. Donc, félicitations. Merci. Donc, j'attends une petite fille dans le mois de mai. Donc, Sharp. Une deuxième bon boss. Oui, une future bon boss, comme on l'appelle. Yes. Donc, Jenny, fais juste prendre un petit 5-10 minutes, juste m'expliquer un peu ton parcours, pourquoi tu es rendu où tu es rendu aujourd'hui, pourquoi tu es parti bon boss, puis de où ça vient. Puis ensuite, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, puis parler de c'est quoi un vrai bon boss. Parfait. Bien, merci. En fait, j'ai un parcours vraiment atypique. Je suis de celles qu'on appelle les slashers, donc ceux qui ont touché à plein de métiers puis qui finalement n'ont pas un beau CV avec une ligne droite bien définie. Donc, ma blonde te dirait ça, la stabilité, avoir une job. Là. Mais la constance, c'était vraiment que dans le fond, je suis un entrepreneur. Puis ça, je ne savais pas quand j'ai décidé à l'université qu'est-ce que j'allais faire. Mais du moins, je suis graduée, je suis étudiante. Mon Dieu, on peut se le recommencer? Non, non, c'est pas grave. Bon, j'aspire à devenir étudiante encore, mais j'ai gradué vraiment à l'École des relations industrielles, donc en gestion de ressources humaines. Okay. Et j'ai travaillé dans ce domaine-là, donc comme recruteur. Mais il me manquait vraiment quelque chose de plus et j'ai lu le livre de Robert Kawasaki, je crois. Je ne suis pas bonne avec son nom, désolée, mais Par riche, par pauvre. Et je me suis retrouvée à être une entrepreneur. Donc, je me suis dit, je veux vraiment lancer une entreprise. Okay. Et j'ai été dans la rédaction de contenu, ce que j'ai pu voir vraiment comment est-ce qu'on fait des sites web, c'est quoi le marketing de contenu. Et j'ai quitté la gestion de ressources humaines parce que je trouvais que j'étais un instrument d'une culture toxique. Donc, j'étais celle qui congédiait les gens, puis je croyais que la gestion de ressources humaines, c'était fait pour aider les travailleurs et travailleuses à s'épanouir, conseiller les gestionnaires. Wow. Ça fait plus de sens, en tout cas. Exactement. Et là, j'étais la méchante qui congédiait les gens. Et malheureusement. J'ai pas aimé ça. Donc, je suis partie, j'ai parti ma première entreprise dans la rédaction de contenu. C'était complètement l'inverse. Je me suis dit, si je reviens en gestion de ressources humaines, je change le monde de la gestion de ressources humaines, mais tout bonnement. Et finalement, j'ai eu l'idée de Bon Boss en 2016. Ça a pris quand même 1 an à vraiment la peaufiner. Et c'est là que j'ai lancé l'entreprise. Okay. Donc, je suis vraiment c'est quoi l'entreprise, brièvement? Brièvement, Bon Boss, c'est une entreprise qui est spécialisée en management, en recrutement et en culture d'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on fait là, concrètement? On offre une certification pour pouvoir justement mettre de l'avant les entreprises qui sont gérées par des bons boss et leur équipe, parce qu'il n'y a pas de bon boss sans une bonne équipe. Et aussi, on s'intéresse à savoir comment est-ce qu'on peut devenir un bon boss? C'est quoi les erreurs à éviter? Parce que des fois, on entend ça. Moi, j'ai vraiment un bon boss, mais pourquoi est-ce qu'on le dit pour certains? Pourquoi est-ce qu'on ne le dit pas pour d'autres? Et c'était là ma curiosité de dire, on va mettre de l'avant les bons modèles de gestionnaires pour faire en sorte qu'on pourrait en inspirer une prochaine génération, même ceux qui sont en poste. Ouais. Donc, puis c'est vrai, parce qu'en fait, probablement que les personnes qui sont, entre guillemets, pas des bons boss dans leur vie tous les jours de travail, souvent, c'est peut-être copié de quelque chose qu'eux ont vécu avant. C'est peut-être, c'est entre guillemets un manque d'éducation, si on veut, manque peut-être d'outils et de modèles qui font du sens. Puis c'est ce que vous faites un peu, vous essayez d'apporter des outils à ces gens-là pour leur dire, hey, tu peux être un bon boss, c'est pas si compliqué que ça, puis là, comment tu peux faire, en fait. Oui, mon équipe disait dernièrement on a tous un bon boss dans nous, tout le monde, puis ça s'apprend, en fait. Et ce qu'on a repéré, c'est qu'il y a comme 2 raisons principales, il doit en avoir plus, mais on a vraiment ciblé 2 raisons pour lesquelles il n'y a pas autant de bons boss. En fait, c'est le manque de formation, comme tu as mentionné, mais aussi le manque d'outils. Donc, c'est difficile d'être ce qu'on ne sait pas. Donc, si je sais pas c'est quoi un bon boss, comment est-ce que je peux aspirer à le devenir? Et si j'ai pas les bons outils pour mesurer soit la motivation ou les retombées de mes décisions en tant que gestionnaire sur l'équipe, ou que je suis juste trop débordée aussi. Donc, parfois, on n'a pas de formation, on est mis dans un rôle de gestionnaire
mais on n'a pas de support. On pense juste que c'est une prolongation de un ajout de tâche à notre tâche, à notre emploi actuel, mais en fait, c'est un métier complètement différent. Et c'est de vraiment offrir l'accompagnement et la formation aux gestionnaires qu'il faut. C'est quelque chose que, sincèrement, je peux relate dans l'automobile énormément parce que c'est quelque chose qui arrive très souvent. Là. Des excellents vendeurs, mettons, de véhicules deviennent directeurs des ventes. Et puis, dans leur tâche, ils deviennent avec une grosse partie qui est de la gestion de personnel. Mais gérer du personnel et vendre des véhicules, c'est deux choses complètement séparées. T'sais. Puis effectivement, ça ne veut pas dire parce que tu es un excellent vendeur que tu vas être un excellent boss. Exactement. C'est comme au hockey. Est-ce qu'on va nommer le meilleur joueur sur la glace comme capitaine? Parfois, non. C'est celui qui va plus être focusé sur l'esprit du groupe que le plus gros scoreur. Là. Ouais. Exactement. Donc, c'est pas... On voit comme si ça serait une continuité, mais en fait, c'est deux profils de personnes différentes. Oui, effectivement. Puis c'est quoi concrètement ou selon les données que tu as maintenant, ceux que tu peux avoir, en 2021, c'est quoi un bon boss en gros? En gros, en fait, juste pour vous mettre en situation, en fait, c'est que depuis 2017, on envoie un sondage aux Québécois qui font partie de la main-d'œuvre active. Donc, il faut avoir idéalement 16 ans et on accepte jusqu'à environ 70 ans. Donc, il y en a qui sont, par exemple, à deuxième retraite et tout. Ouais. Donc, on demande, c'est quoi un bon boss pour vous? Donc, c'est pas Jenny qui affirme ça. C'est vraiment suite au sondage. On fait vraiment attention pour pas contrôler les résultats. Donc, cette année, on a eu 775 participants à notre sondage, qui était très bien. Wow! C'est excellent. Oui, l'équipe a vraiment bien travaillé. On a eu l'aide de Marie Schaffer, aussi une psychologue industrielle, avec Justine, qui est dans notre équipe. En fait, toute l'équipe a collaboré, mais surtout ces deux-là, pour essayer de comprendre les données. Parce qu'avant, un bon boss, c'était quelqu'un qui écoutait, qui partageait sa vision, qui aidait à progresser, qui jouait un peu le rôle de mentor. Donc, c'était vraiment les trois principaux, qui étaient respectueux et justes, bien sûr. Mais là, cette année, c'est pas ça. Donc, la pandémie a fait un C'est quoi? Je suis curieux de savoir. Les résultats sont sortis il y a 1 heure, mais en fait... vraiment en gros. Là, en gros, en fait, c'est une primeur parce qu'on l'a sorti à l'interne dans notre équipe. Mais en gros, un bon boss, c'est quelqu'un qui écoute et communique par rapport à ses qualités. Là, donc, qui écoute, communique par exemple, ses idées, écoute son équipe et tout. Donc, c'est vraiment l'aspect communication. C'est quelqu'un également qui est très respectueux. Donc, la notion de respect est très, très, très... a pris, en fait, de l'ampleur. Donc, c'est quelqu'un qui va me respecter. Donc, tout cet aspect-là, peut-être c'est pour contrer l'incivilité ou le harcèlement, ou peut-être respecter aussi une certaine forme de flexibilité. Ça sera les résultats qui vont vraiment plus nous l'expliquer. On va les sortir bientôt, là, comme je mentionnais publiquement. Mais également, c'est quelqu'un qui est compréhensif. Donc, l'aspect, le bon boss, c'est quelqu'un d'humain, donc qui est compréhensif par rapport, par exemple, à la conciliation travail-famille. S'adapter aussi. Donc, la COVID a fait en sorte qu'on a dû parfois restreindre la production, relancer. Donc, vraiment, quelqu'un qui est capable d'être compréhensif envers son équipe, mais aussi de s'adapter aux nouvelles... tendance du marché. Un peu d'empathie, j'imagine, qui est jumelée dans tout ça. Là. De comprendre, de pas juste dire « Hey, fais ça », mais de comprendre pourquoi la personne n'est peut-être pas à l'aise ou peut-être qu'elle peut pas le faire pour une raison X, Y, Z. Là. Exactement. Si on a un employé qui a un enfant à la garderie et là, la garderie a un cas de COVID, la personne doit être 100% en télétravail, mais il faut être compréhensif que cette personne-là, peut-être que dans les 2 prochaines semaines, ne sera pas aussi productive ou disponible, donc être conciliante par rapport à ça, parce que c'est le travail maintenant qui est rendu dans la maison et c'est pas la maison qui est rendue dans le travail. Donc, c'est comme si les barrières entre le milieu, la façon dont on travaillait, mais finalement, c'est plus ça. Donc, il faut vraiment s'adapter. Puis, il n'y a pas... les situations changent rapidement pour tous les employés. Donc, il faut être vraiment empathique et compréhensif et avoir un plan d'action. Donc, ça doit être dur, par exemple. Puis là, j'essaie évidemment de le rattacher à l'automobile, mais pour un vendeur automobile, par exemple, s'il faut que tu restes 2 semaines à la maison, il y a comme très peu de solutions. Là. C'est difficile de vendre à la maison là, quand les clients sont seulement en concession quand ils viennent acheter. Là. Effectivement, mais je crois qu'il y en a qui se sont modernisés, qui ont utilisé certaines applications, certaines innovations aussi pour communiquer avec les employés. Donc, il y en a qui ont mis en mesure, je crois, des mesures sanitaires cet été, quand on pouvait justement faire... je
pense qu'on fait aller voir des véhicules, mais pas aller dans le showroom techniquement ou prendre des rendez-vous à distance. Donc, il y a eu une certaine innovation à ce niveau-là que je sais que c'est fait dans le milieu. Donc, oui, effectivement. Ben, il manque d'outils, puis je pense que ça va venir vraiment rapidement. Il y en a qui ont commencé à sortir des outils un petit peu là, justement pour faire des walk-arounds virtuels, que tu peux magasiner, toi, de la maison, quasiment à 100%. Là, justement, faire le walk-around, c'est de te faire montrer le véhicule, là, mais en virtuel, en live, avec quelqu'un avec son cellulaire qui filme, puis comme, le Bluetooth, là, si, check les bancs, qu'est-ce que ça fait? Mais je pense qu'il manque une petite touche encore de professionnalisme. C'est encore vraiment artisanal. Là. Oui. Mais ce que je peux, dans le fond, ce qui est intéressant, qui est une opportunité dans le marché, surtout dans le marché de l'automobile, en fait, partout, c'est que c'est rare qu'on a pu voir une émergence de nouveaux comportements autant chez les consommateurs que ceux des fournisseurs de services ou, par exemple, les vendeurs d'auto. Donc, ça fait en sorte que tout le monde a dû s'adapter en même temps. Donc, c'est habituellement, il y en a un qui le fait, puis là, les consommateurs suivent où il y a une réticence, mais c'est là en même temps. Donc, je trouve que c'est un beau moment pour pouvoir faire preuve d'innovation et surtout de demander aux employés parce que eux, c'est le contact terrain. Donc, c'est tellement important. Puis, on a posé la question aux chercheurs d'emploi, c'est quoi pour vous un bon boss? Parce qu'il y avait les chercheurs d'emploi, il y avait ceux qui étaient des gestionnaires, les employés. Et le résultat, le top 3, en fait, des qualités pour qu'est-ce qu'un bon boss selon les chercheurs d'emploi, c'est pas le même. En fait, il écoute, communique, ça, c'est intéressant. La flexibilité, mais c'est surtout le fait qu'il connaît, il est compétent, il connaît le terrain. Ce qui se passe sur le terrain. D'avoir passé par là, par exemple, là, d'avoir fait tous les postes en entreprise puis d'être rendu là parce qu'il y a une expérience concrète. Là. Ou du moins savoir qu'est-ce que les employés vivent. Donc, on voit que pour attirer des talents, d'avoir une vue d'ensemble, de ne pas être déconnecté. Donc, par exemple, on voit des gestionnaires qui vont sortir des nouveaux programmes pour revoir les méthodes de travail, mais finalement, ils n'ont pas été sur le terrain depuis 2 mois, puis ils sont à la maison. Donc, oui, et puis ils ne veulent pas écouter les recommandations des employés qui, eux, ont vraiment le contact direct avec les consommateurs. Donc, ça, c'est intéressant. Des beaux conseils d'administration que c'est plein de gens qui ont pas mis les pieds sur le terrain depuis 10 ans, puis c'est eux qui décident d'intégrer un nouveau programme parce qu'ils disent que ça va fonctionner, mais en réalité, quand tu arrives pour le mettre en place, les employés sont comme non, ça marche pas, on peut pas utiliser ça fonctionne pas. Effectivement, ça va être le genre d'affaire qui arrive assez souvent. Puis si on pas changer de sujet, mais si on essaie de donner, selon ton expérience, des conseils concrets pour être un bon boss, est-ce que tu en as? Est-ce que, mettons, avec Bon Boss, vous donnez des recommandations suite à une analyse? Ou... Oui, en fait, pour la certification, on envoie un sondage qui permet, en fait, c'est environ 30 questions. Et on envoie un sondage aux employés, également aux gestionnaires, pour pouvoir faire une analyse 360. Donc, le gestionnaire, par rapport à lui, sa perception de ses forces et tout, mais également la culture qui règne dans son département ou de son entreprise. Et également, est-ce que les employés ils ont un niveau de bien-être? Est-ce que c'est là? Ou plutôt, il y a peut-être des indices que les gens sont à même de partir, de vouloir quitter le poste. Donc, ce sondage-là est intéressant. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on passe une heure avec le gestionnaire pour lui dire, voici vos forces. Puis des fois, les forces qu'on imagine ou les faiblesses qu'on imagine, c'est pas les mêmes que l'équipe. Et ça arrive quand même assez fréquent. C'est très fréquent qu'on voit ça avec les gestionnaires et ça met vraiment, ça dresse le portrait. Et ça donne la fameuse mesure pour pouvoir justement décider ensuite vers où je vais aller, qu'est-ce que je peux faire dans mon équipe, quelles seront mes actions. Et comme ensuite, on va dans on allait dans les entreprises, maintenant on fait plus via Zoom, mais on parle avec les employés, l'équipe, tout ça. Dans la deuxième étape de la certification, on est capable de voir aussi c'est quoi les pratiques RH qui ont du succès dans l'entreprise et on est capable par la suite de quand on fait une recommandation à d'autres gestionnaires, mettez ça en place pour accorder par exemple le droit aux essais aux erreurs. Donc si on veut... C'est quoi, ça? Donner le droit aux essais, aux erreurs, c'est quelque chose, des fois, qu'on néglige en tant que gestionnaire, mais c'est tellement important parce que la créativité et l'innovation provient aussi des essais ou des erreurs qu'on peut faire. Donc, ou même quand on commence un métier, mais on ne sera pas parfait, il faut qu'on fasse des essais et erreurs. Donc, ce qui est vraiment important, c'est de donner le droit de faire ces erreurs-là, mais il faut baliser les erreurs qu'on tolère, celles qu'on ne tolère pas. Fait que tu détermines qu'est-ce qui est acceptable de faire dans un time frame ou de... Oui, exactement. Si je travaille dans le milieu de la santé,
je dois suivre un protocole. Par exemple, un chirurgien, il n'y a pas nécessairement place à la créativité tout le temps, j'imagine. Donc, du moins, j'espère que non. Ou chez Desjardins ou une autre institution financière, si on ne regarde pas et on fait une erreur, on rajoute un 0 quand que la personne veut retirer de l'argent, c'est pas une erreur qui est acceptable. Donc, il faut vraiment, le rôle du gestionnaire, c'est de savoir, surtout si on veut inciter à la créativité et l'innovation, qui est super important ces temps-ci, de dire, voici le cadre à respecter. Voici les erreurs qu'on a déjà faites, celles qui ne sont pas acceptables aussi, qui pourraient mener à un congédiement. Donc là, le cadre est dressé et la personne peut naviguer à l'intérieur de ça. C'est une bonne idée. C'est un bon truc. Donc, puis, est-ce que vous fournissez, est-ce que vous en fournissez des cadres comme ça ou est-ce que vous aidez l'entreprise à bâtir ces trucs-là? Oui, on fait de l'accompagnement pour vraiment les aider à faire ça, mais aussi pour être un bon boss, il y a plein d'autres trucs, mais le conseil numéro 1 que je donnerais aux gens, c'est un bon boss, c'est d'abord un bon boss pour lui-même. C'est-à-dire, va voir à son niveau de stress, va prendre soin de lui. Parce qu'après ça, il faut qu'il prenne soin de ses employés aussi. On n'a pas nécessairement envie de suivre un gestionnaire ou un leader qui est stressé, qui est dépassé par les événements. Ça crée une méfiance. Le cerveau le sait, on le capte. Donc, c'est comme si on a une réticence. La confiance, elle est moins là parce qu'il n'est pas en contrôle de ses moyens. Donc, la première étape, c'est être un bon boss pour soi. Donc, s'accorder du temps, puis on se connaît, connaître sa performance. Donc, s'accorder droit aux ses erreurs soi-même. Puis, c'est quelque chose, je pense que clairement, tout le monde qui travaille dans l'automobile peut relate parce que tout le monde a déjà eu affaire à faire avec un directeur des ventes qui est beaucoup trop stressé, qui en a beaucoup trop ses épaules. Puis, il veut pas, ça paraît, sa journée, si sa journée, elle va vraiment pas bien parce qu'il est stressé, puis ça va pas bien, mais évidemment, ce qu'il va te dire, puis comment il va te faire sentir, mais ça va déteindre sur toi, sur les employés, sur les gens qui sont là, qui travaillent pour lui, là, en fait. Là. Fait que clairement, ça, je pense que c'est un bon point. Puis c'est vrai d'essayer de faire attention à soi. Je pense que ça peut changer de beaucoup le vibe de l'entreprise. Puis tout en découle de là. Puis comme tu disais tantôt, si tu as... c'est une dichotomie. Si les deux ne fonctionnent pas ensemble, mettons, entre l'employé et le gestionnaire, si lui, il pense, mettons, que ses forces, c'est ça, mais c'est pas ça réellement, puis que les employés le voient, parce qu'eux autres, ils montrent clairement que c'est pas ça la force dans le questionnaire, mais c'est là qu'il doit y avoir un clash, puis que l'ambiance doit pas être si bonne que ça, parce que le gestionnaire pense qu'il fait la bonne chose pour les employés, puis les employés se disent entre eux autres que non, tu fais pas la bonne affaire, t'es vraiment pas bon en communication, ça fonctionne pas ton affaire. Là. Fait que j'imagine que ça doit être un bon pain point. Là. Savoir sur quoi travailler, parce que souvent, on se demande comme gestionnaire, est-ce que ce que je fais, c'est bien, puis parfois, on doit appliquer des décisions qui viennent de la haute direction, qu'on n'est pas toujours d'accord, ou même du gouvernement, là, par rapport à, par exemple, s'il faut fermer l'entreprise, le télétravail, tout ça. Donc, on doit mettre en place certaines choses qui, parfois, des décisions que nous, on n'aurait peut-être pas prises ou peu importe, mais on doit les appliquer parce qu'il y a une raison derrière ça. Donc, de communiquer et aussi de s'assurer d'écouter les employés face à ça. Donc, vraiment, ça, c'est un autre point important. Là. Donc, 3 conseils. 1, qui est de... Donner droit aux essais et aux erreurs, être un bon boss pour exactement. soi. Faire attention à soi, communiquer. Communiquer, c'est important, mais je dirais aussi demander à vos employés parce qu'on devient un bon boss avec nos employés. Donc, il n'y a pas de bon boss sans une bonne équipe. Donc, une façon de savoir si un bon boss, c'est regarder l'équipe. Ceux qui vont dire, je sais que c'est plate, peut-être qu'il y en a qui vont se reconnaître, mais je suis ici pour dire les vraies choses aussi. C'est, moi, j'ai l'impression de gérer une garderie, mais si vous avez l'impression de gérer une garderie, c'est parce qu'il y a des choses qui doivent être mises en place puis des pratiques de gestion qui doivent être acquises parce que c'est pas censé être le cas. On gère des gens qui sont intelligents, formés, mais il faut mettre à profit cette intelligence-là. Il faut dresser un cadre à respecter, mais c'est surtout agir en tant que leader et un bon manager parce que c'est tellement important. Et là, vous allez voir la force de l'intelligence collective et les employés. Et votre rôle en tant que gestionnaire va totalement changer. Ça va être un plaisir plutôt que la partie du travail que vous aimez le moins. Oui, puis je suis d'accord parce que je pense qu'un des problèmes qui me fait penser à ce que tu dis là, c'est que souvent les gens vont mettre, les gestionnaires, peut-être encore plus de haut niveau, vont mettre des balises des fois. Ils vont dire « Hey, ça, on fait ça de même, on fait ça de même, on fait ça de même. Ici, c'est de même que ça marche. » Mais si tu n'expliques pas ou tu ne communiques pas pourquoi tu as mis ces balises-là, la vraie raison du pourquoi, puis même si c'est une question de profit ou peu importe c'est quoi la raison, si tu n'expliques pas le pourquoi que tu mets des barrières ou que tu mets une clôture ou peu importe des conditions,
c'est là que les gens finissent par mal travailler parce qu'ils comprennent pas la réalité en arrière, ils comprennent pas. C'est ça qui fait que, bon, ben, tu viens fâcher contre ton boss, comme, hey, j'ai même pas le droit de faire ça, j'ai même pas le droit d'aller pisser sans lui dire. Non, mais c'est pas ça. C'est que peut-être qu'il y a une raison en arrière. Peut-être quelqu'un, un moment donné, est allé pisser, puis ça a occasionné telle affaire. Fait que c'est important de le dire quand tu fais ça parce que ça. Fait que ça m'a fait penser à ça, en fait. C'est un bon exemple. On veut comprendre pourquoi on n'a pas le droit de faire certaines choses, pourquoi on a le droit de faire d'autres. Exact. D'en faire d'autres. Donc, c'est tellement important et c'est facile. Ça peut prendre 30 secondes de plus, mais ça va faire toute une différence dans la gestion. Puis, un conseil pour si on a l'impression qu'on gère des employés et que ça ne va pas nécessairement bien et tout, mais ça part aussi du recrutement. Donc, qui qu'on va décider de mettre dans son équipe. Et on ne peut pas être un bon boss pour tout le monde non plus. Moi, je ne suis pas une bonne boss pour certaines personnes qui voudraient vraiment que je sois là à leur dire de A à Z quoi faire, sauf en temps de formation. Bien sûr, là, j'étais beaucoup avec mon équipe parce qu'on a grandi. Donc, j'ai beaucoup aidé les gens à se former pour qu'ils puissent justement comprendre l'essence de bon boss. Mais par la suite, je ne suis pas celle qui va dire voici aujourd'hui ce que tu vas faire. Donc, quelqu'un qui attend après moi, je ne suis pas cette gestionnaire-là, ça va me stresser. Donc, je ne veux pas sentir que les gens sont dépendants de moi parce que, en tant que propriétaire d'entreprise, c'est vraiment que tu sais, là, des fois, on doit être appelé à gérer des urgences, des fois, on est avec un client, des fois, on est en train de faire un podcast, mais on ne peut pas nécessairement être là toujours pour nos employés, même si on le voudrait. Je pense que c'est utopique de dire ça. On peut être accessible souvent, mais à 100% du temps, ça ne l'est pas. Donc, moi, je ne peux pas être une bonne gestionnaire pour ces personnes-là, mais je vais l'être pour ceux qui veulent se développer, qui aiment les défis, qui aiment avoir aussi être écoutés, valorisés par leurs idées. Oui, bien, ce qui est une bonne chose, là. Ce qui devrait être la norme. Là, ouais. Mais effectivement, je pense que dans un concessionnaire, la partie qu'on parle, mettons, on le voit plus entre un directeur des ventes puis les représentants. Je pense que c'est vraiment cette partie-là. J'essaie de voir je sais pas si tu peux peut-être m'aider, là, qu'est-ce qu'un directeur des ventes, par exemple, pourrait faire concrètement pour s'améliorer parce que souvent, c'est peut-être pas lui qui choisit les représentants, puis il y a un manque là, de représentants sur le marché. C'est dur d'avoir des bons représentants. Fait que des fois, tu es entre guillemets, un peu pris. Je dis souvent ça pendant le podcast aujourd'hui, entre guillemets. Mais t'es comme pris avec ton équipe, là, avec ce que tu as là. Qu'est-ce qu'un directeur des ventes peut faire concrètement pour essayer d'améliorer l'ambiance de son équipe, selon toi? Mettons, demain matin, il se lève et il dit « Qu'est-ce que je pourrais bien faire? » Ah, ça, je vais essayer de commencer à faire ça comme routine ou comme façon de fonctionner. Là, une personne qui est dans cette situation-là, je dirais, bon, elle se lève le lendemain matin, réfléchir. Quel genre de culture, quel genre d'ambiance qu'elle veut voir sous son département. Pas toute l'entreprise. Elle a un impact direct en ce moment sur son équipe. Et le gestionnaire, en fait, tous les gestionnaires, qu'ils soient conscients ou pas, ils ont un impact sur l'équipe et la culture, l'ambiance qu'ils vont créer. Fait que ça, c'est un fait. Fait que, le réaliser. Fait que ça va mal, bien, peut-être ça part de vous. Peut-être ça part aussi d'un employé qui n'est pas nécessairement à sa place, qui ne fit pas avec l'équipe. Moi, j'appelle ça, je sais que c'est dur, mais des saboteurs organisationnels. On a des gens qui travaillent plus pour leurs bénéfices personnels et qui vont... quand la personne est absente, bien, tout le reste de l'équipe, ça va bien. Quand cette personne-là vient, c'est un peu plus complexe. Donc, de savoir bien, quelle culture qu'on veut mettre en place, qu'est-ce qu'on veut inculquer comme atmosphère, et là, ensuite, prendre action. Donc, la première, ça serait ça. Et le deuxième, donc parce qu'on a un pouvoir, on peut agir. Donc, juste, en être conscient. 2, commencer à adresser un plan d'action. Pas 10... c'est pratique à faire, là. C'est juste commencer la théorie des petits pas. Donc, qu'est-ce que vous laissez passer? Qu'est-ce qui passe plus? Puis expliquez-le à vos employés. Donc, maintenant, je sais qu'on a eu tel défi. Il est arrivé tel aspect ou telle nouvelle réglementation. Voici comment ça va changer maintenant et je vous l'explique pourquoi est-ce que ça change et j'ai besoin de votre aide à ce niveau-là. Si vous voulez, vous avez une opinion par rapport à ça, c'est le temps d'en parler. Ça va me faire plaisir ou même si vous voulez me voir après, venez me voir au courant de la journée. Donc, un peu faire une table ouverte là, ou d'ouvrir la discussion avec les employés, surtout quand il y a un changement, par exemple. C'est ça. Dans un meeting, juste s'assurer le rôle d'un bon boss, c'est s'assurer que tout le monde parle de façon égale. OK. Donc, que tout le monde à la table dise au moins un mot. Toujours. Une bonne pratique, oui. Vous allez voir ensuite, après 2-3 semaines, là, ou 2-3 meetings, là, même plus, vous allez voir une différence. Donc, s'assurer que ce ne soit pas toujours les mêmes parce qu'il y en a d'autres qui vont peut-être pas prendre la place, pas oser. Donc... ça, c'est le classique. Là. Tout le temps, quelqu'un, surtout en vente. Dans les ventes, c'est fou. Il y a
un gars qui est explosif, qui prend de la place, ben lui, il va parler à chaque meeting, puis il y a d'autres personnes qui parleront jamais. Exactement. Donc, faire en sorte qu'il y ait le droit de parole pour tout le monde. Et l'autre notion, moi, c'est quelque chose que j'ai appelé qui fonctionne très bien, c'est votre rôle en tant que gestionnaire, c'est d'embaucher des gens qui aiment leur métier. Dans la vente, c'est un métier, là, c'est une carrière. Ouais. Ils adorent ça. Fait que si vous avez un employé qui adore vendre, qui adore être un représentant, c'est parfait. Vous avez déjà au moins 50 du travail. Ouais. Mais par la suite, votre rôle à vous, c'est de faire en sorte que cette personne-là fasse ce qu'elle aime. Donc, si elle aime vendre, bien, lui demander qu'est-ce que tu aimerais le plus dans ton travail. Bon, moi, j'aime vendre, j'aime tel aspect, ça, j'aime moins ça. OK, bien, cette tâche-là, je vais essayer de te la réduire ou tu n'as pas le choix de la faire, mais au moins, on va s'assurer que tu puisses vendre, que tu profites de maximum des opportunités de vente qui pourraient se présenter à toi. Donc, de le voir pas comme un... Vous n'êtes pas responsable toujours à 100% de la performance d'un employé dans la vente. Vous êtes un amplificateur de sa performance, mais s'il décide de ne pas prendre l'appel pour retourner les appels de vos clients, bien là, c'est un problème de travail. Donc, revoyez les standards, assurez-vous qu'ils comprennent bien, mais surtout, faites en sorte de faire en sorte que cette personne-là fasse ce qu'elle aime. Mais il faut savoir c'est quoi qu'elle aime faire. Donc, nous, quand on a des employés, en fait, on leur demande à chaque 2 mois, est-ce que tu aimes ce que tu fais? Qu'est-ce que tu voudrais faire de plus? Qu'est-ce que tu aimes moins? Donc, ça nous permet aussi de... À chaque 2 mois, vous faites un genre de compte-rendu, si tu veux. Oui, on demande régulièrement. Surtout depuis la COVID, donc on n'a pas eu vraiment de routine. On a fait plein de choses différentes. Donc, quand on voyait que là, on était plus en mode relance, là, on était plus en mode urgence, on était en gestion de changement parce qu'on a pris un virage technologique. Donc, on a fait des points de discussion avec nos employés. Est-ce que tu aimes encore ce que tu fais? Qu'est-ce que tu changerais? Je sais que là, on t'a mis dans des tâches que tu n'aimes pas, mais c'est nécessaire pour les 3 prochaines semaines. Donc, on reste tout le temps... On communique vraiment avec eux. Là. Okay. C'est 15 minutes, là. C'est pas... pas obligé de faire une demi-journée. Là. Ouais. Puis, pour un représentant, mettons, qui est un représentant de véhicule, ça reste un peu... pas tout le temps un peu la même séquence, puis il n'y a comme pas le choix de... Il y a des étapes qui, bonjour, tu accueilles le client, tu as une qualification, donc tu lui demandes qu'est-ce qu'il veut, quel modèle vient voir, patata. Ensuite, on va faire un walk-around qu'on appelle, donc on va aller montrer le véhicule. Ensuite, on va aller faire un essai routier, on va montrer les prix. Dans ça, toutes ces étapes-là, il ne peut pas ne pas les faire. Il n'y a pas personne qui va dire « OK, non, mais lui va faire ses walk-around, puis lui va faire ça. » Ça ne fonctionne pas comme ça. Comment qu'on peut faire, selon toi, pour... S'il dit, ouais, mais moi, j'aime pas ça, le côté faire une présentation au client du véhicule, j'haïs ça pour mourir. C'est qu'il n'aime pas son métier en tant que tel. Il doit le faire. Donc, faire en sorte qu'environ 70 du temps, il devrait faire ce qu'il aime. Le 30 c'est qu'il doit faire des choses aussi qu'il n'aime pas. Là. Non, c'est sûr. D'entamer le dialogue, mais je pense qu'une personne, il faut faire ça. Ça fait partie du processus de vente. Donc, c'est sûr que des fois, dans chacun des métiers, il y a des tâches qu'on aime moins. Si je fais de la comptabilité, mais peut-être que faire la saisie de données ou le recouvrement, j'aime pas ça. Mais le reste, je vais aimer ça. Donc, d'être conciliant aussi, de dire que c'est pas cet emploi-là, c'est pas une licorne. Là. Il y a des, c'est quand même... des comptes, là, C'est ça, mais la personne est rémunérée en conséquence. Donc, de le dire, si tu dois faire ces étapes-là parce que ça va te mener à une vente, ça va augmenter tes pourcentages. Donc là, la personne va le comprendre. Si elle ne le veut pas, bien, est-ce que vous avez vraiment d'autres alternatives? Je sais pas. Lui faire... Je sais pas, elle doit le faire. Essayer de trouver des outils peut-être pour l'aider ou des trucs comme c'est ça. Puis, est-ce que... parlant, mettons, de peut-être à plus haut niveau de culture d'entreprise, est-ce que tu as des trucs pour, tu sais, qui en 2021 un peu trendy, qui donnent le goût de rester dans une entreprise pour un employé, mettons? J'imagine, le classique, c'est bon, mais avoir, mettons, un party de Noël. Bon, mais c'est important dans une culture d'entreprise d'en avoir un. Surtout, ça colle les gens. S'il n'y en a pas, ben, tu crées un peu une déception, des trucs comme ça. Mais est-ce qu'il y a d'autres trucs que, selon toi, qui est sharp à avoir en 2021 comme culture d'entreprise, comme habitude comme entreprise? Ce qui est important de savoir, c'est que les routines, c'est tellement important pour créer une belle culture et les rituels, donc les activités. Les activités, un party de Noël. Donc, je sais que là, c'est via Zoom, c'est pas idéal. Mais il y en a, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est par exemple envoyer à chaque 3 mois un panier de fruits ou quelque chose que les employés aiment, faire des activités. Donc, par exemple, faire des activités tu peux trouver, résoudre une énigme. Là, avant, c'était
tu peux aller dans une salle. D'évasion, là. Oui, c'est ça. Mais tu peux l'avoir en virtuel. Donc, créer quand même une activité régulière. Donc, ça, c'est régulière ou à chaque 3 mois et tout. Donc, voir à ce niveau-là pour dynamiser la culture. Donc, je dirais les activités sociales. Au combien de temps, mettons, que c'est bon de le faire? Si 3 mois, c'est-tu un bon benchmark, mettons? Avant, j'aurais dit à chaque 3 mois, mais là, avec tous les enjeux de santé mentale, je ne sais pas. Donc, il faut vraiment sentir le pouls avec les employés. S'il y en a qui ne vont pas bien, mais peut-être pas le mettre devant tous ses collègues. Peut-être qu'il a besoin de parler pendant 15 minutes à son gestionnaire. Ouais. Donc, il y a dynamiser la culture, donc par les activités. Mais une des raisons pourquoi les gens, en fait, ont quitté beaucoup d'emplois récemment, depuis la dernière année, c'est en raison du gestionnaire et sa capacité à gérer la crise. Ouais. Donc, il y a des gens qui n'avaient pas de vision, des gens qui n'étaient pas humains, pas compréhensifs. Donc, de juste faire attention à ça. Donc, le gestionnaire a un impact sur la culture, donc faire attention à communiquer régulièrement, écouter les employés, savoir ce qu'il y en a qui vivent la détresse. Donc, on est plus en mode prévention en ce moment que créer la plus belle culture. Puis oui, c'est important. Comment on peut savoir ça concrètement? Parce que, mettons, faire un meeting d'équipe une fois par mois, j'imagine que la personne va peut-être pas lever sa main pour dire hey, ça va pas bien mes affaires, j'ai des idées noires. Là. Comment on peut faire pour déceler ça dans une entreprise, les personnes qui vont moins bien? Y a-tu des trucs que tu connais qui... Oui, bien, comprendre le contexte de chacun de ses employés. Est-ce qu'il y en a que, par exemple, l'enfant est à la garderie, là, il ne peut plus aller à la garderie. Donc, connaître le contexte, l'environnement dans lequel nos employés évoluent, puis c'est tous des environnements différents. Donc, prendre le temps de prendre individuellement et leur demander comment ça va. 15 minutes à chaque 2 semaines. Ça peut se faire. C'est quand même très bien. Juste, on parle pas de travail, c'est comment ça va et tout. Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Je suis là pour toi s'il y a quoi que ce soit, mais vous n'êtes pas son psy, là, mais ça va être côté travail ou autre. Donc, juste garder le contact avec les employés. Et aussi, mais on peut voir la performance. Donc, je sais que dans le domaine automobile, vous pouvez voir les statistiques comparément à l'année passée, tout ça. Donc, vous avez quand même des indicateurs de performance. Donc, essayez de voir est-ce que la productivité baisse drastiquement, des changements de comportement aussi, des courriels un peu plus avec un ton, je ne veux pas dire agressif, ou des mots un peu plus noirs, plus sombres. Un employé qui est amorphe, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a, on essaie de le dynamiser, puis ça ne marche pas, des oublis fréquents. Donc, un changement de comportement. Ça, c'est des flags que tu fais comment on peut s'asseoir avec et faire petite mise au point. Là. Sinon, il y a des outils pour mesurer, donc des sondages organisationnels où vous pouvez juste demander à tout le monde de quoi avez-vous besoin? Puis avez-vous un besoin de ventiler? Puis les gens quand ils vont se sentir en confiance, se sentir écoutés, bien, ils vont pouvoir justement montrer leur vulnérabilité. Je sais que c'est un domaine où la performance, il y a quand même des chiffres à livrer. Ça, c'est macho aussi, là. C'est vrai. Parce que c'est une grosse partie, c'est de la vente. Puis la vente, ça reste de la pride. Puis là, moi, j'en ai vendu tant. Moi, je close tant. Moi, je fais tant de profit. Des ça. C'est un milieu qui est sincèrement difficile à aller chercher de l'émotion, je pense, là, du niveau des directeurs vers les représentants. Là. Vous pouvez poser une question indirecte, par exemple, avec un sondage. Est-ce que vous connaissez un collègue qui, selon vous, aurait besoin d'aide? Demandez ça à tous les employés. Si vous avez au moins 80% des gens qui disent « Oui, mon collègue a besoin d'aide », bien, vous savez que vous devez faire une intervention, peut-être mettre en place un programme, le PAE, programme d'aide aux employés ou autre. Puis en plus, ils sont subventionnés la plupart par Emploi Québec. C'est quoi un programme d'aide aux... Un programme d'aide aux employés, c'est par exemple, vous pouvez avoir ça via certaines assurances ou... bref, il y a différentes mécaniques par rapport à ça, mais c'est un employé qui a besoin d'aide, donc il pourrait prendre un rendez-vous avec un psychologue. Donc, c'est tous les programmes. Donc, c'est comme des services qui font en sorte que l'employé peut appeler, pas besoin de demander la permission nécessairement tout le temps avec son employeur. Ça dépend comment ils sont faits, mais dire, voici, vous avez à votre disposition une équipe d'intervenants, une équipe de psychologues. Donc, l'employé peut prendre un rendez-vous directement avec eux et il y a ça. Là. Donc, ça fonctionne bien. Il y a aussi... Emploi Québec, donc il y a certaines subventions si vous voulez avoir un psychologue ou un autre intervenant pour la santé mentale qui pourrait être là pour vos employés. Donc, faire peut-être même une sensibilisation. Et poser aussi la question, est-ce que vous vous sentez en sécurité par rapport aux mesures sanitaires? Donc, il y en a qui vont dire oui, ou comment vous vous sentez face à la COVID ou tout ça. Il y en a qu'on a fait des sondages, puis il y en a qui disaient, moi, je suis vraiment pas stressée. Il y en avait qui, au contraire, étaient très stressés.
Donc là, on sait, OK, il y en a qui, ça leur fait rien. Il y en a qui ont vraiment un niveau d'anxiété parce qu'ils ont, peut-être c'est pas eux, des fois, il y a quelqu'un qui l'a dans sa famille ou quelqu'un comme moi qui est une femme enceinte, mais je peux pas m'exposer inutilement. Donc le niveau de stress change comparativement au début quand j'étais pas enceinte. C'était moins... C'est ça, j'étais rigoureuse, mais pas mais ça ne t'inquiétait pas. Oui, c'est ça. Ça n'impactait pas de façon négative ton âge. Fait que ma relation avec la pandémie a changé en raison d'un facteur qui n'était pas là au tout début. Oui, puis tu sais, être enceinte, c'est un exemple assez fréquent puis assez clair. Là, surtout dans les débuts, ça paraît pas toujours, on l'a peut-être pas toujours annoncé, mais tu sais, cette crainte-là peut s'installer, mais si tu n'as pas de communication avec tes employés, tu le sauras peut-être pas. Tu sais, que la personne, elle vit maintenant une crainte, puis t'es comme, voyons, là, tu sais, décroche. Pourquoi t'as peur de même? T'es pas correct. T'es pas de même il y a 2 mois, mais tu sais, c'est un exemple concret de ça. La personne, elle l'a peut-être juste pas annoncé encore, elle veut pas le dire à son emploi ou compagnie, mais ses craintes puis ses inquiétudes sont là, puis sont rendues dans le tapis. Oui, c'est pour ça qu'un bon boss rentre en relation avec ses employés. Ça veut pas dire qu'il devient son meilleur ami, mais ça veut dire qu'il gère pas des numéros, il gère des humains. Mm-hmm. Donc, il est capable de capter aussi, de le voir, de le sentir quand il y a quelqu'un qui a un changement de comportement parce qu'il connaît la personne. Oui. Puis, parlons-en de ça. Ça se dit ça, parlons-en? Ça se dit mal. Parlons-en. Parlons-en, ça se dit pas mal mieux de même. Hein? Est-ce qu'un boss devrait être ami avec ses employés? C'est un combat que je pense que beaucoup vivent. Tu essaies d'être proche. Es-tu trop proche d'aller prendre un verre tous les jeudis avec tes employés, d'aller chez eux au Super Bowl? Où la limite? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Selon toi? Ça dépend du style du gestionnaire. Juste faire attention pour ne pas développer une relation de dépendance ou de codépendance. C'est une relation d'amitié. On peut pas empêcher ça comme une relation amoureuse. Donc, c'est des choses qui peuvent se développer, des affinités. Il ne faut pas embaucher des gens parce qu'on sent qu'ils vont devenir nos meilleurs amis. Ça, c'est une des erreurs la plus flagrante. Souvent, ouais. Ou ça l'arrive là, parce qu'il y a un biais de désirabilité aussi. Puis moi, je suis une fan de triathlon. Puis j'ai un candidat devant moi qui fait du triathlon, qui fait du vélo, peu importe. Okay. Donc là, je vais connecter plus facilement. Donc, est-ce qu'on doit être amis ou non? C'est de voir votre style de gestionnaire. Mais la question est, est-ce que vous pourriez congédier un de vos amis? Si la réponse c'est non, vous êtes à risque. C'est mieux de ne pas le faire. Il y en a qui vont dire, moi, je préfère vraiment être ami avec les gens comme ça. Si, par exemple, ça va pas bien, bien, je vais être capable d'avoir des discussions franches et tout, puis lui expliquer pourquoi je dois mettre fin à son emploi. Donc là, je suis dans les polarités, mais quand même, juste pour vous dire que des fois, il y en a qui vont garder des gens à l'emploi parce que c'est des amis. Et c'est là que ça peut nuire à une performance, ça peut nuire au reste de l'équipe et ça l'empêche la personne, l'employé en tant que tel, de peut-être être reconnu à sa juste valeur dans une autre organisation. Donc, être ami, oui, mais en même temps, on est un bon boss, on est un gestionnaire, un manager, il faut livrer des résultats. Puis un bon boss, en fait, c'est un bon leader, parce que les bons boss sont des bons leaders, mais les leaders ne sont pas toujours des bons boss. Puis c'est quoi la différence entre les deux? Je pourrais dire Steve Jobs. Steve Jobs, là, c'est un leader incroyable. Okay. Donc, un bon boss, c'est un bon leader. Mais le leader, comme Steve Jobs, n'était pas reconnu pour être un bon boss par ses employés. Ah ouais, je ne savais pas. Oui, il y avait peut-être... En tout cas, ça ne s'est pas rendu jusque-là, sa réputation. Donc, qu'est-ce qu'il a fait de différent? Je ne sais pas, je n'ai pas évalué son style de leadership, mais dans son livre, partout, ils en ont écrit, ils en ont parlé et tout. Il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé à ce sujet-là, mais du moins, juste comprendre que le leadership ne va pas toujours mener à des bons boss. Okay. La différence, nous, qu'est-ce qu'on a pu voir, c'est que le bon boss travaille sur lui, travaille sur l'équipe et il amène des résultats. Donc, il faut amener des résultats à l'entreprise. Donc, il y a une corrélation entre le fait d'être un bon boss et d'amener une entreprise à prospérer. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, les entreprises qui sont gérées par des bons boss sont souvent en croissance ou en stagnation en temps de crise. Donc, le fait est qu'un bon boss, c'est un bon leader, mais aussi un bon manager. Donc, si vous êtes trop amis avec vos employés, c'est bon. Là, moi, j'adore mes employés, je les aime de tout cœur. Mais si vous êtes trop amis avec vos employés, vous n'êtes pas capable d'amorcer d'avoir des discussions difficiles par rapport à la performance ou juste par rapport à certains comportements, que vous laissez aller certaines choses, que vous êtes plus... ça devient un peu votre chouchou dans votre département. Là, vous allez créer
une culture un peu moins équitable et tout. Donc, juste faire attention. Donc, si vous êtes ami avec un gestionnaire, avec un employé, c'est correct, mais vous avez quand même des responsabilités en tant que gestionnaire. OK. Fait que c'est faisable, mais ça dépend beaucoup du gestionnaire s'il est capable de faire la part des choses puis de mettre quand même la ligne droite, une ligne entre son emploi puis sa job et l'amitié. Puis comme tu dis, si tu es capable de le congédier puis d'y parler franchement de son emploi et de ne pas le favoriser versus un autre employé, c'est possible de l'être, mais ça doit être difficile à faire comme humain. Il faut être conscient de ça, puis il faut se le dire, OK, oui, je suis ami avec, puis je dois pas le prioriser ou je dois pas y donner avantage versus les autres, même si j'ai une préférence amicalement avec ou amoureusement même avec. Oui, moi, je suis, dans le fond, je suis associée avec mon conjoint, mais quand on est au travail, je vais pas être là à donner des becs devant mes employés. Donc, c'est de dresser la ligne entre les deux. Donc, le moment où on est plus amis, et on a tous différents rôles aussi. On est amis, des fois, on est collègues, des fois, on est amoureux. Donc, c'est de voir c'est quoi les comportements appropriés en fonction de chaque contexte. Oui, je comprends. C'est plus ça. Ça serait il n'y a pas de bonne réponse, ça serait ma réponse. Oui, ben c'est parce que c'est un enjeu dans plusieurs de concessionnaires. Souvent, là, aujourd'hui, c'est moins fréquent, évidemment, là, à cause de la COVID, mais avant, t'appelles ça des 9 à 9, là, c'est quelque chose de très... T'arrives à 9h le matin, tu pars à 9h le soir, puis tu pars à 9h le soir si t'es chanceux, puis qu'il n'y a pas un client qui rentre à 8h30. Là. Donc, tu passes énormément de temps avec tes collègues, genre dans le même bureau, tout le temps, à faire la même chose. Fait que... versus d'autres types. Puis, mettons, par exemple, un vendeur 9 à 9, oui, il y a beaucoup de gens qui passent beaucoup de temps avec leurs collègues, mais ils travaillent. Mais quand tu es vendeur, tu as aussi beaucoup de temps, des fois, que tu travailles pas. Fait que tout ce que tu as à faire, c'est jaser avec tes collègues. Là. Des fois, tu peux passer une journée complète sans voir personne dans un concessionnaire. Là. Fait que ta journée, tu la passes à jaser, puis à attendre, puis fait que, il y a beaucoup de liens qui se créent. Puis ça devient, je pense, à un certain point, difficile pour les gestionnaires de faire une cassure. C'est facile si tu n'aimes pas la personne, là, mais à un moment donné, quand tu es autant de temps à jaser avec des gens, ben, c'est dur de dire, OK, mais c'est juste c'est juste un employé ou c'est juste un collègue. C'est ça. Mais c'est sûr que c'est un enjeu, mais je vous amène aussi, je t'amène ailleurs aussi, c'est qu'on a remarqué, en fait, selon certaines études, là, j'ai pas la source, désolée, je pourrais vous l'envoyer pour ceux qui la veulent, d'avoir un ami au travail, mais ça augmente le sentiment de bien-être. Okay. Donc, c'est là que de favoriser des belles relations, une belle collaboration et même des relations d'amitié, c'est bénéfique pour le bien-être. Et même, si on sait qu'un employé heureux, il va rapporter plus, il va avoir des meilleurs comportements, il va être plus fidèle et tout. Donc, c'est intéressant. Donc, de cultiver une relation d'amitié, c'est payant, c'est bénéfique, mais il ne faut pas que ça devienne il faut que ce soit bien équilibré, selon moi. Là. Puis, est-ce que y a-t-il des statistiques qui existent sur, justement, être heureux à son emploi, être malheureux à son emploi, mettons un taux de productivité moyen, est-ce qu'il y a des choses qui existent? Est-ce que c'est, en général, quelqu'un va être 2 fois plus performant quand il est heureux? Ou je me souviens plus si c'était 3 ou 7. Okay, un employé heureux il est vraiment plus productif. Un employé qui n'a pas les bons outils pour travailler risque de partir. Ça peut être autant un Wi-Fi qui tombe tout le temps. Donc, il y en a qui, maintenant, tombent dans les entreprises, sont très technologiques, qui arrivent dans certains... ça peut marcher pour des concessionnaires ou autres, qui, là, c'est pas des bons systèmes. Donc, ils vont même s'en aller dans les 3 premiers mois parce qu'ils n'ont pas les bons outils pour travailler, pour se sentir compétents. Donc, un employé heureux, oui. Le fit avec le gestionnaire, ça peut... En fait, une mauvaise relation avec le gestionnaire, ça va générer beaucoup de stress et mener un départ, surtout pour les plus jeunes générations. Donc, ils vont moins tolérer ça. Quelqu'un qui dit... Donc, l'adage qui dit fais ce que je te dis, non ce que je fais. Là. Donc, de ne pas agir comme un modèle, un exemple comme gestionnaire, mais ceux qui ont 27 ans et moins vont quitter. Donc, aussi, une trop grande promesse. Donc, quand on affiche un poste, vous allez être heureux ou tel aspect, finalement, on arrive dans le métier, puis c'est vraiment pas ça. On a l'impression de savoir fait vendre quelque chose qui n'est pas vrai. Ce qui est le cas dans, je pense, tous les trucs pyramidales, là, c'est un peu c'est leur façon de fonctionner. Tu vas rouler en BMW, tu vas faire des commissions en fou, tu vas living the life, tu gères ton horaire, tu gères tes affaires, mais t'as 2 mois dans le processus, puis le monde finit par abandonner parce que clairement, c'est pas ça la réalité. Là, puis c'est pas seulement que l'emploi est pas bon, c'est que
les attentes. Expectation versus reality, c'est tellement large que c'est comme, OK, mais non, là, ça fonctionne pas. Là. Exactement. Donc, ça, c'est un piège à éviter. Puis je pense que c'est 80% des gens qui disent qu'il y a un écart entre ce qui se sont fait dire par le recruteur, l'affichage et la réalité. 80% des gens. 81, mais c'était une étude qui a été faite récemment en France avec Deloitte et je crois le HSC. Donc, c'est quand même une étude récente. Là. Ouais, donc, de juste comme faire attention à ça. C'est 80% là, que tu te dis, je vais à cet emploi-là à cause de ça. Puis finalement, tu te retrouves à être déçu. Oui. Pas nécessairement partir, mais à être déçu parce que c'est pas ça qui... Oui, bien en même temps, ça s'explique parce que quand on est en gestion de ressources humaines, bien, on est dans notre bureau, on va pas vraiment sur le terrain en tant que tel. Donc, on n'est pas au courant de le style de management, de la culture qui est dans ce département-là versus un autre. On a de la pression pour attirer les bons candidats. Donc là, avec l'apparition de la marque employeur, il faut que vous ayez vraiment une belle marque. On va sortir des beaux slogans, mais ça va être plus un branding que la réalité. Et finalement, l'enjeu, mon conseil pour attirer des bonnes personnes, connaissez-vous en tant que gestionnaire, en tant qu'employeur, puis juste dire de façon authentique et les gens vont raisonner à ça. Ils vont apprécier ça parce que c'est pas la tangente. Donc, c'est comme, j'imagine, en vente. Quand on dit qu'est-ce qu'il y en est avec le véhicule, bien, la personne est vraiment plus contente que de se faire vendre quelque chose comme un auto qui finalement était accidenté qu'il l'était pas. Histoire vécue, mais... ben non, c'était l'inverse, il était accidenté puis je m'étais dit qu'il l'était pas. Donc, ça change beaucoup de choses, là. Oui, non, effectivement. Puis est-ce que... on va conclure quand même avec ça. Est-ce que tu as des trucs pour les concessionnaires, mettons, ou ce type d'entreprise-là pour attirer des bons talents vers eux? Vraiment attirer les bons employés pour vous. Vraiment mettre de l'avant ce que vous pouvez redonner à la société parce que les gens de plus en plus veulent du sens au travail. Une conscience sociale, tu parles? La conscience sociale, on voit que c'est à la mode. Mettre de l'avant, c'est sûr, un bon gestionnaire, ça va tout faire une différence. Je vous le dis, les études le démontrent. Le fit avec le gestionnaire, Google ont vu vraiment une différence dans quand ils embauchent quelqu'un et que le poste est vraiment dit clairement et qu'il y a un fit avec le gestionnaire. Là, sincèrement, là, les gens restent plus longtemps, sont plus productifs et le gestionnaire a beaucoup moins de conflits à gérer. Donc, pour attirer des gens, bien, sortez des sentiers battus. Si c'est la compétition est féroce, ben essayez de voir des fois sur le maraudage, donc d'aller chercher la chasse de tête, ça peut être intéressant, mais surtout soyez authentique dans votre marque employeur et vraiment mettez de l'avant l'humain. C'est vraiment tendance. Donc les gens veulent des gestionnaires humains, mais dans votre marketing ou peu importe, soyez juste humain en tant que tel. Vous vendez tous les mêmes produits, plus ou moins. C'est Toyota versus Toyota, mais c'est comment vous allez gérer vos employés, la possibilité de progression. C'est très important. Les gens veulent progresser, améliorer leur qualité de vie, une flexibilité. Donc, essayez de voir ce que vous pouvez faire pour ça. Donc, mettre de l'avant le côté humain, social et compagnie, d'équipe dans l'entreprise. Les capacités de progression aussi. Et puis, qu'ils peuvent aller plus loin. Ils commencent là, mais ils peuvent augmenter ou peuvent aller plus loin dans leur parcours professionnel. Ce qui est arrivé dans la dernière année, c'est qu'on a perdu nos points de repère, notre stabilité. Si vous êtes en mesure d'offrir une stabilité, ça vaut beaucoup en ce moment. Donc, misez sur cet aspect-là. Sécurité psychologique, physique, sécurité, donc financière. Vous n'allez pas être congédié dans un mois. Ici, on garde nos gens, on veut faire ça. Donc, on investit en vous, puis vous allez pouvoir avoir une opportunité de vente aussi. Je veux pas, c'est un métier comme de représentant, il faut une belle l'aspect financier aussi. Donc, juste bien informer les gens par rapport à ça. Sure. Merci. Pour eux, je suis vraiment des excellents conseils. Si les gens sont intéressés, ceux qui écoutent, peut-être à avoir une certification ou une formation. Oui, exactement. Où est-ce qu'ils peuvent te rejoindre, Jenny? Ils peuvent appeler directement au 514-654-4939. Donc, le numéro est sur notre site web ou sinon juste remplir le formulaire sur notre site web ou nous écrire sur Facebook. C'est quoi votre site web? C'est bonboss.ca. Cool. Donc, on offre la certification de la formation sur le recrutement innovant pour ceux qui veulent savoir comment Google fait pour attirer 1 million de CV par année. Là. On donne une formation pas exactement commune, mais on s'inspire des bons modèles d'ici. OK, sharp. Cool. Merci beaucoup pour le podcast. C'était vraiment apprécié. Si jamais vous voulez... voir les épisodes sont disponibles sur YouTube, Spotify, Balado, Google Podcast. Évidemment, si vous voulez savoir quand est-ce qu'ils sortent, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram ou LinkedIn. Merci encore, Jenny. Puis je te souhaite un bel accouchement puis un futur brillant.
Merci. Salut.